Pendant 10 ans, le baron Charles-Henri de Montclerc mena à Bordeaux la vie d'un aristocrate arrogant, collectionnant les esclaves comme des œuvres d'art, traitant les êtres humains comme des objets jetables et faisant preuve d'une cruauté désinvolte que l'élite coloniale française jugeait parfaitement acceptable. Il possédait une plantation lucrative à Saint-Domingue qu'il ne visitait jamais, mais tirait 200 000 livres par an du travail de 300 esclaves qu'il n'a jamais vus. À Bordeaux, il entretenait un hôtel particulier avec 12 esclaves domestiques, dont un homme nommé Antoine, un esclave exceptionnellement intelligent et raffiné que le baron gardait comme une sorte de trophée vivant de pouvoir absolu. Et en 1788, lors d'un dîner arrosé avec des aristocrates tout aussi dépravés, le baron de Montclerc fit un pari si insensé, si stupidement arrogant, qu'il allait tout changer. Il mit en jeu sa propre femme, la baronne Madeleine, lors d'une partie de cartes. Et lorsqu'il perdit de façon spectaculaire, ivre et furieux, il remplit son pari de la manière la plus humiliante qui soit. Il offrit formellement sa femme à Antoine, son esclave, pour une nuit, afin de prouver qu'il tenait parole même dans des circonstances absurdes, et de démontrer publiquement que même sa femme n'avait aucune valeur à ses yeux. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Madeleine, publiquement humiliée et contrainte à cette situation dégradante, non seulement obéirait à l'ordre de son mari, mais prendrait plus tard des décisions qui ruineraient complètement le baron. Abonnez-vous dès maintenant, car il ne s'agit pas d'une simple histoire de justice poétique, c'est le récit de la façon dont l'arrogance aristocratique a créé une situation inextricable qui a révélé la corruption de tout un système, comment l'humiliation publique d'une épouse a déclenché une vengeance calculée, et comment un esclave, contraint à une situation qu'il n'avait pas choisie, est devenu, malgré lui, le catalyseur de la destruction d'une famille aristocratique. Dites-nous d'où vous regardez ce documentaire. Ceci est une histoire vraie, inspirée de documents bordelais sur une folie aux conséquences désastreuses. Charles-Henri de Montclerc naquit en 1755 au sein d'une famille aristocratique bordelaise établie, héritier d'une fortune bâtie sur 3 générations grâce à un commerce colonial lucratif. Son père avait fait fortune dans le commerce triangulaire, vente de marchandises françaises en Afrique, achat d'esclaves pour les transporter dans les colonies des Caraïbes, revente à prix d'or et achat de sucre et de café pour les revendre en Europe. Ce système brutal, mais extraordinairement lucratif, permettait à des familles aristocratiques entières de prospérer. Charles-Henri hérita de sa fortune à 23 ans, à la mort de son père, et se montra aussitôt encore plus arrogant et cruel. Il considérait les esclaves non seulement comme des biens, mais aussi comme des objets de divertissement. Il achetait des esclaves en raison de leurs caractéristiques inhabituelles, une femme aux yeux vairons, un homme d'une taille exceptionnelle de près de 2 mètres, un enfant albinos, et les exhibait lors de réceptions comme des curiosités vivantes. En 1783, à 28 ans, Charles-Henri épousa Madeleine Rousseau, fille d'un riche marchand, certes, mais non aristocrate. Ce fut un mariage de convenance, une dot conséquente de 80 000 livres étant nécessaire à Charles-Henri pour éponger ses dettes de jeu. Madeleine, âgée de 19 ans, était instruite mais naïve, élevée dans la conviction qu'épouser un aristocrate était le summum du succès, même si les aristocrates étaient réputés pour leur cruauté et leur dépravation. Le mariage fut un désastre dès le départ. Charles-Henri traitait Madeleine avec un mépris désinvolte, avait des maîtresses publiques, dépensait sa dot au jeu et en divertissement, et l'humiliait parfois lors de dîners pour amuser ses amis. Madeleine apprit à vivre discrètement, à ne pas faire de vagues, à accepter l'humiliation comme le prix à payer pour son rang social. Antoine entra dans la vie de Montclerc en 1785. Il fut acheté aux enchères à Bordeaux pour 900 livres, un prix élevé en raison de ses qualités exceptionnelles. Antoine avait environ 25 ans. Né dans une plantation française en Martinique, il avait grandi en partie dans la maison principale où il apprit un français parfait, la musique et même la littérature, car le fils du propriétaire souhaitait un compagnon cultivé avec qui converser. À la mort du propriétaire,
Les héritiers vendirent tous les esclaves, y compris Antoine. Il arriva à Bordeaux comme une marchandise, mais une marchandise d'une qualité extraordinaire. Il parlait français sans accent, jouait du clavecin et pouvait disserter de philosophie. Pour Charles-Henri, Antoine était le trophée idéal. Un esclave qui prouvait que même instruit, un noir restait une propriété. Charles-Henri gardait Antoine comme une sorte de domestique, mais aussi comme divertissement. Il l'obligeait à jouer du clavecin lors des dîners, sous les railleries des convives. Il le faisait réciter de la poésie française pour prouver que même un singe savant peut mémoriser des vers. Antoine endurait tout cela en silence, car l'alternative était d'être vendu à une plantation coloniale où il mourrait à couper la canne à sucre. Il se forgea un masque de servilité parfait, toujours souriant poliment, toujours obéissant, dissimulant une profonde colère et une grande humiliation. Pendant 3 ans, de 1785 à 1788, Antoine travailla au manoir de Montclair. Il fut témoin de tout, des humiliations répétées infligées à Madeleine par Charles-Henri, de la cruauté ordinaire envers les autres esclaves, de la dépravation des aristocrates de passage. Madeleine, quant à elle, voyait en Antoine une intelligence dans son regard, une humanité que son mari niait. Ils se parlaient rarement directement, car cela aurait été inconvenant, mais une reconnaissance mutuelle tacite existait. Tous deux étaient, chacun à sa manière, prisonniers de Charles-Henri. En mars 1788, Charles-Henri donna un dîner somptueux pour 10 aristocrates, tous des hommes, tous ivres, tous rivalisant d'ostentation entre richesse et dépravation. Après le dîner, les parties de cartes commencèrent, les mises atteignant des sommets ridicules. Charles-Henri perdait des sommes considérables et s'enivrait et devenait furieux. Lorsqu'il perdit 15 000 livres en une seule main, il explosa. « Je parie tout, tout ce que je possède. » Le comte Beaufort, tout aussi ivre, rit. « N'importe quoi? Même votre femme ?» C'était une plaisanterie cruelle, mais Charles-Henri, stupidement ivre et arrogant, répondit « Bien sûr, même ma femme, il n'y a rien sur quoi je ne parierai pas. »« Alors faisons un pari officiel, » dit Beaufort, voyant là une occasion d'humilier Montclair. « Prochaine manche. Moi contre toi. Si je gagne, tu offres ta femme à l'un de tes esclaves pour une nuit, pour prouver que rien n'est vraiment sacré à tes yeux. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. La proposition était scandaleuse, même pour des gens de ce genre. Mais Charles-Henri, trop fier et trop ivre pour reculer, accepta. « J'accepte. Et quand je gagnerai, vous me donnerez toute la plantation en Martinique. » Les cartes furent distribuées. Charles-Henri avait l'assurance d'un ivrogne. Et il perdit de façon spectaculaire. Beaufort posa les cartes gagnantes sur la table avec un sourire triomphant. « Tu as perdu, Montclair, et le pari a été vu par tout le monde ici. » Charles-Henri pâlit. « C'était une blague. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je le pense vraiment. »« Vous avez dit que vous tiendriez parole, » l'interrompit Beaufort. « Tout le monde l'a entendu. Si vous reculez maintenant, vous admettez publiquement que votre parole ne vaut rien, que vous êtes un lâche et un menteur. » Charles-Henri était emprisonné. Dans la société aristocratique où l'honneur et la parole étaient primordiaux, se rétracter publiquement d'un pari tenu devant témoins signifiait la ruine sociale. Alors, stupidement, avec arrogance, il persista. « Très bien, je m'exécute. Antoine !» cria-t-il en appelant son esclave. « Viens ici. » Antoine entra, confus et inquiet. « Oui, monsieur le baron. » « Vous aurez l'honneur, dit Charles-Henri avec une cruauté ivre, de passer la nuit avec la baronne. Allez immédiatement dans ses appartements, et la baronne s'acquittera de ce devoir comme de tout autre que je lui commanderai. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Même les aristocrates les plus dépravés étaient troublés par la cruauté d'un tel traitement infligé à une épouse. Antoine était paralysé. Il était contraint à une situation qu'il n'avait pas choisie, une situation périlleuse pour lui. Refuser un ordre direct de son maître signifiait un châtiment sévère, voire la mort. Mais obéir, c'était risquer de violer une femme qui n'avait pas consenti. Madeleine fut convoquée. Lorsque Charles-Henri lui expliqua l'ordre, elle pâlit sous le choc et l'humiliation.
Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux, grogna Charles-Henri. Vous vous conformerez à cela ou vous serez renvoyé dans votre famille couvert de honte publique. Madeleine comprit qu'elle était instrumentalisée par l'ego masculin. Elle réalisa aussi que son mari était tellement ivre et arrogant qu'il ne se rendait pas compte qu'il était en train de se mettre en danger. Alors, elle prit une décision réfléchie. « Très bien, dit-elle d'une voix froide. J'obéirai à votre ordre. » Elle se rendit dans ses appartements. Antoine la suivit, terrifié. Une fois seule, Madeleine parla rapidement. « Écoutez bien, je ne vous forcerai à rien. Mon mari nous a mis dans une situation inextricable, mais nous pouvons en tirer parti. » Madame, Antoine était perplexe. « Tu resteras ici cette nuit. Nous parlerons, rien de plus. Demain matin, nous laisserons chacun supposer ce qu'il veut. Mais toi et moi, nous connaîtrons la vérité, et nous commencerons à planifier comment détruire mon mari pour cette humiliation. » Antoine la regarda avec une compréhension nouvelle. « Tu veux te venger. »« Je veux sa destruction totale, » corrigea Madeleine. « Et tu vas m'aider parce qu'il vous a humiliés tous les deux. » Ce soir-là, Madeleine et Antoine eurent pour la première fois une véritable conversation. Elle découvrit son intelligence, ses années d'humiliation, sa colère refoulée. Il apprit ses souffrances, les humiliations constantes qu'elle endurait, la haine qu'elle nourrissait envers son mari. Et ils formèrent une alliance improbable. Une épouse aristocrate humiliée et un esclave intelligent, unis par le désir d'anéantir l'homme qui les dominait tous deux. Le lendemain matin, les aristocrates ivres crurent que l'ordre avait été exécuté. Charles-Henri, désormais sobre et commençant à comprendre la stupidité de son acte, était mortifié, mais trop fier pour admettre son erreur. Il tenta de faire comme si de rien n'était, mais quelque chose d'essentiel avait changé. Madeleine n'était plus une épouse soumise, et Antoine n'était plus un esclave totalement impuissant. Durant les mois suivants, Madeleine et Antoine mirent à exécution un plan méticuleux. Madeleine commença à documenter toutes les transactions financières illégales de Charles-Henri. Fraude fiscale, pots de vin, investissement dans la traite négrière, en violation des réglementations récentes. Antoine, qui avait accès au bureau de Charles-Henri, copiait secrètement des documents. Ensemble, ils constituèrent un dossier accablant. En septembre 1788, Madeleine consulta un avocat et entama une procédure judiciaire extraordinaire, une séparation de corps fondée sur des actes de cruauté et de mauvais traitements avérés, notamment des humiliations publiques et le fait d'avoir été contrainte à une situation dégradante. Elle présenta des témoins, des domestiques attestant d'un pari, des documents financiers prouvant que Charles-Henri avait dilapidé sa dot et des preuves de relations amoureuses. Charles-Henri était choqué. Les séparations n'étaient pas initiées par les épouses, c'était un scandale. Il tenta d'user de son influence pour bloquer la procédure. Mais Madeleine s'était alliée à sa riche famille, furieuse du traitement qu'elle subissait. Son père était un homme d'affaires, influent et bien introduit. La procédure eut lieu. Lors d'un procès public humiliant, les détails du pari furent révélés. Tout Bordeaux apprit que le baron de Montclair avait mis sa femme en jeu et l'avait contrainte à cette situation dégradante. La société aristocratique, aussi dépravée fut-elle, jugea cela inacceptable. Charles-Henri fut ostracisé. Ses contrats commerciaux furent annulés. Le club aristocratique le radia. Mais le pire était à venir. Les documents rassemblés par Madeleine et Antoine furent remis au fisc. L'enquête révéla une fraude fiscale massive et des transactions illégales. Charles-Henri fut condamné à une amende de 150 000 livres, une somme qu'il ne possédait pas. Pour s'en acquitter, il fut contraint de vendre sa plantation de Saint-Domingue et son hôtel particulier de Bordeaux. Puis le coup de grâce. Madeleine obtint la séparation de corps, et le tribunal ordonna à Charles-Henri de lui restituer sa dot, soit 80 000 livres dépensés. Sans ressources, il fut contraint de vendre absolument tout, y compris ses esclaves. Antoine fut racheté par un proche de Madeleine, conformément à ses arrangements. Il fut immédiatement affranchi. Son acte d'affranchissement fut délivré en octobre 1788.
Antoine devint un homme libre. Charles-Henri de Montclerc, l'arrogant baron qui avait dilapidé sa femme au jeu sous l'emprise de l'alcool, se retrouva complètement ruiné en 1790. Il vivait dans une misérable chambre, louée, sans fortune, sans statut social, sans famille. Il tenta de se réconcilier avec Madeleine. Elle refusa. « Tu m'as traité comme un objet », dit-elle froidement. « Maintenant, tu sais ce que ça fait. » Antoine, désormais libre, travaillait comme professeur de musique. Il vivait modestement, mais avec une dignité qu'il n'avait jamais connue en tant qu'esclave. Lui et Madeleine conservaient une amitié, non pas romantique, comme le laissaient entendre les rumeurs, mais fondée sur un respect mutuel et une expérience partagée d'humiliation aux mains de Charles-Henri. Madeleine récupéra sa dot et vécut de manière indépendante, chose extrêmement rare pour une femme, mais la séparation légale lui conférait des droits. Elle utilisa les fonds pour soutenir discrètement le mouvement abolitionniste naissant, finançant des publications et des organisations. Charles-Henri mourut en 1795, seul et oublié, des suites d'une maladie liée à l'alcoolisme. Son testament était vide. Il n'avait rien laissé derrière lui. Antoine vécut jusqu'en 1820. Dans ses mémoires, il revient sur la nuit qui changea tout. Le baron pensait m'humilier en me forçant à me retrouver dans cette situation. Mais son arrogance l'aveugla. Il ne vit pas qu'il créait, entre deux prisonniers, une alliance qui le perdrait. Sa folie n'était pas de jouer avec sa femme, mais de sous-estimer l'humanité et l'intelligence de personnes qu'il traitait comme sa propriété. Madeleine vécut jusqu'en 1825. Dans sa correspondance privée, elle écrivit « Charles-Henri croyait tout posséder. Fortune, femme, esclave. Mais la propriété est une illusion qui repose sur un consentement forcé. En imposant une situation intolérable, il brisa l'illusion, et il découvrit qu'en réalité, il ne possédait rien. Cette histoire ne se résume pas à une simple justice poétique où le méchant reçoit ce qu'il mérite. Elle est bien plus complexe. Charles-Henri était un monstre d'arrogance aristocratique. Mais sa chute n'était pas due au destin. Elle résultait de décisions prises par des personnes réelles qui l'avaient lésé. Madeleine et Antoine n'étaient pas des héros parfaits. Ils ont utilisé un système judiciaire corrompu pour détruire un homme, en employant les mêmes outils que ceux mis à la disposition des aristocrates. Mais au sein de ce système corrompu, ils ont trouvé le moyen de résister. Et Charles-Henri, il a payé le prix de sa folie. Mais ce prix n'était pas seulement la perte de sa fortune. C'était de vivre assez longtemps pour voir ceux qu'il considérait comme sa propriété s'émanciper et prospérer, tandis que lui, il dépérissait. C'était de comprendre enfin que l'arrogance qu'il prenait pour de la force était en réalité une faiblesse qui avait tout détruit. L'histoire nous met en garde. Traiter les êtres humains comme des biens crée des ennemis, et sous-estimer l'intelligence de ceux que l'on opprime est la pire des folies, qui a toujours un prix. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits issus des archives françaises. Voici l'histoire d'un maître qui, en offrant sa femme à un esclave, découvrit qu'il avait conclu une alliance qui le perdrait à jamais.